Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue au sein de Serenity Airways et de ce webinaire sur l'aéronautique et l'aviophobie. Qui sommes-nous? Serenity Airways est une société luxembourgeoise qui est principalement composée de pilotes et de thérapeutes spécialisés dans les peurs et les phobies. Je suis Bastien Jacobi, pilote de ligne entrepreneur. J'ai un attrait particulier pour développer les projets liés à l'aviation et au paramédical. Avec nous, nous avons aussi Douglas, qui est notre pilote de Ryanair et qui a eu aussi des expériences dans l'aviation d'affaires. Et alors Stéphanie, qui est notre spécialiste des phobies avec un attrait particulier pour les phobies liées à l'aviation. Et elle est aussi coach en intelligence financière. Toute l'équipe de Serenity Airways défend les valeurs qui sont la prestance, la discrétion et la bienveillance. Et nous vous offrons ce webinaire d'une valeur de 600 € gratuitement aujourd'hui. Alors, qu'allons-nous voir lors de ce webinaire? Nous allons faire l'approche de l'origine de la peur, se détendre face à la peur et reprendre le contrôle avec notre chère Stéphanie, les principes de vol, la sécurité aérienne, ce qu'il en résulte. On va voir un petit peu de météo et l'avion avec la météo, comment ça fonctionne dedans. L'effet physiologique de l'altitude sur le corps humain, ce qui veut dire que ce sera un petit peu de médecine aéronautique. On ne va pas vous bassiner à commencer à faire des cours d'anatomie, vous inquiétez pas. On va voir un petit peu quels sont les effets du corps en altitude. Nous allons voir un vol de A à Z et ce qui pourrait survenir aux différentes phases de vol. Puis alors, comment est-ce qu'on fonctionne pour la libération de la peur et de l'avion? Stéphanie va nous expliquer un peu plus en détail sur les techniques qu'elle utilise. Et il y aura notre fameux questions et réponses. Et nous finirons par un petit sondage de 2 questions à la fin, juste pour voir ce que vous en avez pensé. Alors, commençons. L'origine de la peur. Il faut savoir que l'être humain est conçu pour réagir à une chose inconnue par la peur. Il s'agit d'un mécanisme de défense naturel, ce qui nous a permis de survivre au cours des âges. A-t-on vraiment besoin de connaître l'origine de ces peurs pour s'en libérer? L'aviophobie, c'est la peur de l'avion. L'aérodromophobie, c'est la peur du lieu qui est en fait. Donc l'aéroport, c'est comme si on dirait j'ai peur de la route. Là ici on a peur de l'aérodrome, du lieu proprement dit. Et de l'aérophobie, c'est la peur d'être dans les airs ou dans l'air tout simplement. Alors ces peurs peuvent se résulter de différents symptômes qui sont en fait des crises d'angoisse, des malaises vagos, de l'irritabilité, la sueur, la sudation, l'anxiété, des maux de ventre. Et ici, on a repris les principaux qui sont souvent énoncés lorsqu'il y a la peur qui est mise en place. Maintenant, il peut y avoir tout à fait d'autres symptômes qui sont aussi conjoints. Comment faire face à cette peur? Eh bien, il existe plusieurs méthodes qui peuvent être approchées. La première, c'est la prise de médicaments avec des anxiolytiques ou des somnifères. C'est franchement pas ce qui est conseillé parce qu'au niveau du corps, ça peut rester avec les molécules au moins 6 mois dans le corps avant d'être évacué. Il y a des techniques de respiration qui peuvent être apprises, de la méditation, de la thérapie des champs de pensée, de l'hypnose, qui là ne fonctionne pas forcément sur tout le monde, dépendamment de la réceptivité et de l'ouverture d'esprit de la personne. Le raisonnement logique et la psychanalyse cognitive. Toutefois, à des degrés différents, c'est plus ou moins efficace. Il n'est jamais certain à 100% que ça fonctionne et que ça ne revienne plus après dans la plupart des cas. Ici, Stéphanie va nous faire un petit speech sur se détendre face à la peur et reprendre le contrôle. Ouais, Nelson Mandela disait « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de la vaincre en fait. » Donc la peur, c'est pas quelque chose qu'on doit vaincre, c'est quelque chose qui fait partie de nous et c'est une des 4 émotions de base avec la joie, la colère et la tristesse. Et donc du coup, c'est plutôt notre amie. La peur, elle est là pour nous dire attention danger. Elle est là pour nous protéger. Le truc,
c'est que parfois la peur, elle devient handicapante. Et elle devient handicapante quand elle nous empêche de passer à l'action. Et il y a deux types de peurs en fait. Les peurs que je vais qualifier de complexes, comme les phobies dont Bastien vient de nous parler. Et le truc avec les phobies, c'est qu'en fait, elles se manifestent de façon inconsciente. C'est-à-dire que c'est très compliqué de pouvoir relativiser et se raisonner. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, une phobie, comment elle se crée? Vous allez être en train de jouer dans le jardin et pour X raisons, vous allez tomber. Et pendant quelques secondes, vous allez perdre connaissance. Et vous vous en rappelez pas, vos parents n'ont pas fait attention, mais votre corps, en fait, a codé attention, danger. Parce que la perte de connaissance, on appelle ça aussi une petite mort. Donc, le corps code que là, il y a un danger. Ce qui fait, et mettons que pendant que vous perdiez connaissance, il y a un avion qui passe au-dessus du jardin, eh bien, le corps va coder avion égale danger. Ou alors, vous êtes allongé dans l'herbe et le corps va coder herbe égale danger. Donc, c'est des choses qui sont absolument pas rationnelles, mais le corps, il est bête et méchant. Donc, il prend les signaux de son environnement et il vous met à l'abri. Ce qui fait qu'après, vous allez peut-être développer une peur de l'herbe, ça existe, ou une peur de l'avion. Mais du coup, comme ce n'est pas quelque chose de rationnel, eh bien, ça va être très compliqué de travailler dessus. Et donc, les peurs qui sont comme ça complexes, les angoisses, les phobies, où le corps est paralysé et en fait, vous n'avez aucune possibilité de passer à l'action, même en disant, bon voilà, ça va aller, etc., etc. C'est très compliqué. Donc, pour ces peurs-là, en général, on fait appel à un thérapeute. Et à ce jour, moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un, ça existe sûrement, hein, il y a toujours des exceptions, mais j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'était guéri d'une phobie seul, ou alors c'était pas vraiment une phobie en fait. Donc cette peur-là, pour l'instant, je vais la mettre de côté et on va passer aux peurs simples. Donc sur celle-là, vous allez pouvoir avoir une action. Donc c'est celle-là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut se détendre par rapport aux peurs simples. Donc les peurs simples, elles sont causées, la clé pour ces peurs, c'est qu'elles sont causées par rapport à l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir peur d'aller aborder un inconnu, eh bien, vous allez vous dire, bah, peut-être il va me rejeter, peut-être que voilà, il va m'insulter. On se raconte une histoire par rapport à ça. Du coup, on peut changer cette histoire. Et pour changer cette histoire, je vais vous donner 4 questions simples à se poser. Et en fait, par rapport à ces peurs simples, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on peut agir sur 2 choses, le mental et le corps. Donc là, déjà, par rapport au mental, 4 questions simples. La première, sur quoi je me base pour me dire que ça va se passer comme ça? Donc, en général, on va s'apercevoir que ce qu'on pense être des faits sont en réalité des opinions et que ce que vous êtes en train de vous raconter comme histoire, ça repose en réalité sur rien du tout. Du coup, vous n'allez pas trouver des vrais faits, c'est juste une interprétation. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité que ça se passe autrement? Est-ce qu'il y a 1% de chance que ça se passe autrement? Et souvent, effectivement, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, il y a la possibilité que ça se passe autrement. Et souvent, c'est 50-50. Vous avez une chance sur 2 que la personne vous rejette ou que la personne, au contraire, trouve ça sympa et que vous commenciez une discussion intéressante. La troisième question, c'est quel serait le pire du pire, la pire situation qui pourrait vous arriver? Et donc là, vous allez aller confronter le pire du pire. Et souvent, l'histoire qu'on se raconte, ce n'est pas forcément le pire du pire. Donc vous allez vous apercevoir qu'il peut arriver encore pire. Et enfin, la dernière question, dans 10 ans, dans 10 ans, en quoi cette situation elle sera un problème?
Et du coup, vous allez voir que dans 10 ans, vous aurez largement tourné la page et que en fait, cette situation ne sera plus un problème. Ça va vous permettre de construire une histoire différente et de relativiser. Donc ça, c'est pour la partie mentale. Et pour la partie physique, la partie corps, quand on est en état de stress, le corps se met dans une certaine disposition. Donc souvent, on coupe notre respiration, on se crispe, les muscles sont crispés, etc. Et ce qui est génial avec le corps, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, si le film est triste, vous êtes capable de pleurer. Vous vous dites pas c'est un film, c'est des acteurs, de toute façon j'y crois pas. Le cerveau est dedans et le cerveau y croit. Ce qui fait qu'on peut aussi faire croire à notre corps que tout va bien. Donc par exemple, quand vous souriez, automatiquement, le corps envoie une décharge d'endomorphine. L'endomorphine, c'est une des hormones du bonheur qui va faire que vous vous sentiez bien. C'est aussi une hormone qui est sécrétée quand vous faites du sport. Quand on fait du sport, souvent, on se sent bien. Donc, vous allez faire croire au cerveau que tout va bien en souriant. Et c'est facile de sourire. Même si tout va mal, c'est juste un muscle à activer. Et pareil, si vous rigolez, ça sécrète encore plus d'endomorphine. On peut faire l'expérience de rigoler tout seul. Là aussi, c'est juste un réflexe. Et c'est ce que font d'ailleurs les gens avec le yoga du rire. Et ça permet de changer la chimie du corps. Vous pouvez également respirer parce qu'on a tendance à couper notre respiration quand on est dans le stress. Donc, il faut faire une respiration qui est ventrale. Souvent, dans les cours de sport, on nous apprend à respirer avec le thorax, comme ça. Mais il faut savoir que quand on respire avec le thorax, on n'utilise que 70% de nos poumons. Et c'est ce qui va faire que certains vont même développer des pathologies. Et quand vous regardez les bébés, ils respirent avec le ventre. Et donc, c'est important de faire une respiration ventrale pour bien aller oxygéner la totalité du corps. Donc, quand vous respirez, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez en gardant le ventre gonflé. Ça demande un peu d'entraînement parce que c'est un réflexe que la majorité des adultes ont perdu. Mais vous pouvez vous entraîner à ça et vous allez voir que tout de suite, votre corps va se relaxer. Ce qu'on peut utiliser aussi dans les peurs simples, c'est de passer à l'action dans les 3 secondes. Pour 2 raisons. La première, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose et de passer à l'action, lorsque vous passez à l'action dans les 3 secondes, vous n'avez pas le temps de vous raconter l'histoire qui va bien. La deuxième raison, c'est qu'une fois que vous engagez votre corps, eh bien, vous envoyez un message à votre corps que ça y est, c'est parti. Et donc, du coup, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Voilà. Donc, pour les astuces qui sont simples, il y a plusieurs façons de contrôler ces peurs. Mais là, je vous ai donné vraiment des petites astuces que vous pouvez faire vous-même, qui sont très pratiques, très efficaces quand on prend le temps de les faire. Et voilà, ça permet d'aller à l'essentiel. Voilà pour comment faire face à ces peurs. Merci Stéphanie. Alors maintenant, continuons à la suite avec les principes de vol. Alors, qu'est-ce que le principe de vol? On a déjà entendu plusieurs mots qui sont par exemple la portée, le lift, ou alors le thrust, la poussée. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la portée, le lift, c'est le même terme, juste qu'il y en a un qui est utilisé en anglais ou les pilotes ont l'habitude d'utiliser dans le monde, sauf en France où on utilise plutôt la portée. Même chose pour le thrust et la poussée, c'est la même chose, c'est juste la traduction de l'un ou de l'autre. Donc, on va se demander un petit peu comment ça fonctionne ici. On va voir un petit peu comment un avion, en fait, tient dans les airs malgré les tonnes et les tonnes qui sont soulevées comme ça. En fait, qu'est-ce que le lift? C'est une force aérodynamique qui se fait de l'aile et qui est l'accélération des molécules d'air sur une aile. Donc ici, si vous regardez la PowerPoint,
il y a en noir, en fait, c'est la coupe d'une aile en 2 dimensions. Le point A, c'est l'avant de l'aile et le point B, c'est l'arrière. Et l'avion avance dans la direction de la flèche ici. Et pour qu'il y ait en fait une portance, ce n'est pas l'air qui vient au-dessous qui pousse l'avion, non, non. En fait, c'est l'accélération de l'air sur la partie supérieure, avec les lignes qui sont en rouge, qui viennent faire une dépression, en fait, et c'est ce qui va faire une succion de l'aile et de l'avion dans les airs. Et plus il va y avoir une accélération des particules d'air au-dessus de l'aile, plus l'avion va pouvoir être porté et aller à l'encontre qui est de son propre poids. Et c'est comme ça que l'avion va arriver dans les airs. Un petit exemple qui fonctionne bien, qui pourrait bien vous montrer, c'est ici, j'espère que vous voyez correctement mon image. Est-ce que vous voyez bien la feuille? Je pense que oui. Alors, c'est quand on souffle dessus, on voit que la feuille se soulève. En fait, c'est exactement la même chose qui se passe sur l'aile. C'est l'accélération des molécules d'air qui fait qu'il y a une dépression au-dessus et que ça va être aspiré vers le haut et non poussé par en bas avec l'air. Si jamais le flux d'air s'arrête à un moment donné, pour être assez simple, ou alors qu'il n'y a pas assez de succion, il va y avoir ce qu'on appelle le stall. Et là, en fait, c'est un décrochage de l'aile qui se fait et l'avion vient à descendre et en perte en altitude. Maintenant, les pilotes, si jamais on a une perte de moteur qui fait en sorte qu'on n'avance plus correctement, que les moteurs sont arrêtés, ben, comme on est en altitude, le fait de se mettre en descente va continuer à avoir ce flux qui arrive au-dessus de l'aile et continuer à avoir une portance. Et c'est ce qui fait aussi qu'on ne tombe pas comme un gros caillou si jamais les moteurs viennent à tomber. Donc, à partir du moment où les moteurs sont tous en panne, on peut encore aller se poser quelque part avec l'inertie de l'avion. Voilà. Parlons un petit peu de la sécurité. On essaie de ne pas faire l'amalgame entre 2 choses bien distinctes qui sont en soi la sécurité aérienne ou la sûreté aérienne. Quand on voit security comme sur le garde ici sur son t-shirt, c'est plus la sûreté aérienne. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, la sûreté, c'est tout ce qui est au niveau du sol, avec par exemple le contrôle de sécurité pour rentrer avant d'arriver dans la partie de free tax. Ça, c'est la sûreté. Ça va être les douanes, ça va être regarder est-ce qu'il n'y a pas d'objets contendants qui rentrent. Tout ça, c'est la sûreté. Par contre, ce qui est sécurité, c'est plus au niveau à ce que l'avion soit correctement en ordre. Il va avoir le contrôle de toute la structure avant de voler, par exemple. On va regarder la maintenance. Tout ça, c'est la sécurité. Donc, c'est ça la grande différence. Il y en a, c'est plus par rapport au sol et à voir est-ce qu'il n'y a pas d'objets contendants quoi qui pourraient rentrer. Et l'autre, c'est vraiment plus l'aspect technique de la sécurité parce que tout se passe bien avec le contrôle aérien. Ça fait partie de la sécurité aérienne, tout ça. Dans la sécurité aérienne, il y a l'aviation civile aérienne européenne qui était mise en place et qui a mis les règles de l'EASA. En fait, l'EASA, c'est quoi? C'est l'organisme, enfin, en français, c'est l'Agence européenne de l'aviation civile. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? C'est qu'au point de départ, en Europe, les pays avaient des recommandations. Donc, ils pouvaient suivre ou non les règles qui étaient mises par l'Europe. Mais depuis qu'il y a l'EASA, il y a une obligation qui a été mise de suivre les règles par tous les pays d'Europe. Donc maintenant, c'est des règles qui sont communes à toute l'Europe. Et eux, leur but, leur rôle, ils ont plusieurs missions. La première mission, c'est l'inspection des avions. Donc, ils regardent à ce que les avions sont en ordre de vol. Ils regardent au niveau de la maintenance, donc c'est vraiment tout ce qui est au niveau de l'inspection de l'avion proprement dit. Ils regardent aussi les informations de la sécurité. Donc, ce que nous entendons par là, c'est la transmission de la fiabilité des compagnies dans le monde aux différents États de l'Union européenne. Donc, par exemple, s'il y a une société dans le monde, souvent c'est quand même pas mal en Afrique, on prend une société lambda africaine qui ne suit pas, par exemple, les règles de maintenance, de contrôle, ou s'ils ne sont pas en règle,
eh ben, ils vont être mis sur une blacklist. Et en fait, cette blacklist est transmise à tous les pays européens par l'EASA. Et donc, ils sont interdits de vol et de survol des pays européens. Donc ça, c'est une autre mission. Aussi, au niveau des normes de qualification des équipages et des opérations aériennes. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que pour être pilote, hôtesse de l'air, euh, agent du contrôle aérien, ou ce genre de choses, il faut minimum réussir avec 75, voire même dans certains cas 80% dans tous les cas. J'aime bien prendre la comparaison entre, par exemple, un pilote et un médecin. Il faut savoir qu'un médecin peut vous opérer à cœur ouvert en ayant seulement réussi 50% de ses cours, alors qu'un pilote est obligé d'avoir réussi tous ses cours avec minimum 75%. Donc, ça veut dire que pour être pilote, on a soit une grande distinction ou alors la plus grande distinction. Si pas, on ne devient même pas pilote, on n'est pas agent aérien, on n'est pas hôtesse de l'air, on est obligé d'avoir réussi tous les cours avec minimum 75%. Il regarde aussi pour l'exploitation des aérodromes. Donc, si jamais vous décidez de vous acheter un château et que vous voulez derrière une piste d'atterrissage, il va falloir aller trouver l'EASA pour avoir toutes les autorisations pour pouvoir ouvrir, sans quoi vous ne pourrez jamais vous poser, si vous ne répondez pas aux normes, vous poser en avion chez vous avec votre piste d'atterrissage. Maintenant, que ce soit les gros ou les petits aéroports ou aérodromes, c'est eux qui contrôlent toutes les normes à ce niveau-là et elles sont communes pour toute l'Union européenne. Et ils regardent aussi au service de navigation aérienne et pour la gestion du trafic. Et là, ils se sont partagés la tâche et ils ont créé Eurocontrol. Eurocontrol, c'est quoi? En fait, ce sont les aiguilleurs du ciel, plus souvent entendus. Et eux, ils ont comme mission de développer et de mettre en place des systèmes de surveillance du trafic aérien. Donc ça, c'est pour les missions d'Eurocontrol et de l'EASA. J'espère que ça va toujours pour vous. Plus on va avancer, plus ça va être... plus on va se détendre, on va voir des choses qui sont un peu plus agréables. Mais maintenant, nous allons parler de la météo. Regardez-moi cette image. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ces couleurs, ces nuages et tout ça. Pourtant, quand on est pilote et qu'on voit ça, on se dit « Aïe, on va devoir contourner ça, éviter, faire une diversion. » Et oui, nous allons parler un petit peu de la météo. Et quand on parle de météo, parlons de la foudre. Il faut savoir que les avions sont touchés en moyenne toutes les 1000 heures par la foudre, c'est-à-dire à peu près 2 fois par an. Et les avions fonctionnent un petit peu comme une cage de Faraday. En soi, une fois que l'avion arrive au sol ou même quand il est dans les airs, il faut savoir qu'il y a des tips au bout des extrémités de l'avion qui servent à décharger l'électricité statique des avions. Et quand ils se posent, avant que qui que ce soit ne vienne toucher l'avion, ils sont mis avec un câble à la terre pour décharger tout ce qui est encore électricité statique qui n'a pas pu être parti avec les static dischargers, les déchargements statiques en français. Voyons, ici, tantôt nous avons vu sur la première image qu'il y avait un énorme nuage qui faisait une espèce d'enclume sur le dessus. En fait, ce nuage s'appelle un cumulonimbus. Ce sont un petit peu les bêtes noires des pilotes, si on veut. On peut voir ici les différentes choses qui peuvent arriver autour de ces nuages, comme par exemple des fortes turbulences. Quand on voit ici le symbole avec la petite pique, c'est une turbulence modérée, et quand il y a une double pique, c'est une turbulence sévère. Il y a de la foudre dedans aussi. Il peut y avoir du givrage de sévère à modéré. On a tous les systèmes normalement pour pouvoir ne pas avoir de problème avec justement les bords d'attaque qui chauffent, ce genre de choses. Enfin, ça dépend, je ne vais pas essayer de trop rentrer dans les détails pour ne pas trop vous perdre à ce niveau-là, mais dans les questions-réponses, si vous voulez, ce sera avec grand plaisir qu'on vous y répondra. Et alors, en dessous de ces nuages, déjà, c'est quand il fait très noir, qu'on est en bas par terre et qu'on regarde le ciel et qu'il fait vraiment noir. Dans beaucoup de cas, ce sont des cumulonimbus qui sont au-dessus de nous. Et il peut y avoir en dessous des microbus, donc c'est des rafales de vent très fortes, de la pluie, de la grêle.
il peut y avoir il y aura une visibilité qui va être réduite. Et alors, tout autour du nuage, il va y avoir aussi du vent qui va être relativement conséquent. Donc, on évite vraiment de passer soit dedans ou en dessous. Si jamais on a ça au-dessus d'un aéroport, on va préférer aller soit se divertir, donc c'est-à-dire aller se poser à un autre aéroport qui n'est pas dans la zone entre guillemets grise, ou alors on va rester en attente dans le ciel en attendant que ça passe, plutôt que d'aller se mettre dedans. La preuve, c'est que même un A380, comme on voit ici, avec le vent de travers, peut se faire chasser comme une feuille. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment éviter au maximum en tant que pilote, quand on est au courant qu'il y en a, de passer dedans ou en dessous. On va vraiment au maximum les contourner. Ça se peut qu'on passe à travers, mais c'est vraiment qu'on n'a pas pu l'éviter ou alors qu'ils ont été cachés par d'autres nuages. J'en parlerai un peu plus loin dans les autres aspects des cartes, parce que je vais vous montrer 2-3 cartes sur de météo qu'on a en tant que pilote dans les briefings. Et ici, on voit vraiment le crosswind. En fait, le crosswind, c'est quoi? C'est quand on est en approche d'une piste, on a le vent qui est dans une direction, on a la piste dans une direction et le vent fait un certain angle. Et quand il vient sur le côté, c'est ce qu'on appelle le crosswind. Et donc, c'est pour ça qu'il vient pousser l'avion sur le côté. Généralement, les avions sont prévus pour pouvoir se poser jusqu'à une certaine quantité de vent qui va de travers en fonction de l'angle aussi par laquelle vient par rapport à l'axe de la piste. Si jamais il y a des mots aussi du jargon qui sont un petit peu... vous vous demandez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. On vous y répondra après, ce n'est pas un souci. Parce que parfois, je ne pense pas toujours à préciser chaque mot non plus. Alors ici, on voit ce qu'on appelle les wind shear. Donc quand on regarde sur la petite photo, on voit les pointillés ici qui montent. En fait, ça c'est le plan de vol normal, théorique, que l'avion suit pour monter en altitude. Et en fait, un wind shear, c'est quoi? C'est du vent qui vient de face. Donc il va faire monter un petit peu l'avion. Puis à un moment donné, il va venir d'en haut vers le bas. Il va faire descendre l'avion et nous mettre en dessous du plan de vol, en fait. Et après, on l'a à l'arrière, dans le dos, et qui va être négatif aussi par rapport à la montée. Donc, on montera beaucoup moins bien avec le vent dans le dos. Et alors, il y a les microbursts. Les microbursts, c'est comme je vous montrais tantôt, on voyait sur l'affiche avec une flèche qui passait avec du vent. En fait, c'est un tuyau, si on peut schématiser ça, un tuyau de vent qui arrive et qui vient se jeter sur le sol. Et alors, c'est ce qui arrive dépendamment de où on le prend. Si on le prend bien au milieu correctement, enfin correctement, le mieux c'est de l'éviter, mais si on arrive dedans, la première chose qu'on fait, c'est remettre les gaz et qu'on repart. Donc, si jamais vous avez un pilote qui est en approche et qui se remet à redécoller, à la fin, allez le remercier et dites-lui « Bravo, vous êtes un bon pilote, les gars !» Parce qu'il vous a sauvé probablement la vie. Parce que si on arrive dans les parties sur le côté ici, ça pourrait retourner en avion. Donc, on arrive dedans, le vent de face, le vent qui vient d'en haut qui pousse l'avion vers le bas, et puis après, le vent derrière qui va venir être négatif par rapport à l'effet de la vitesse et de l'avancement de l'avion. Voilà. Ensuite, quelque chose... en fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Il faut savoir que ces nuages-là, on a ce qu'on appelle dans l'avion les radars météo. Au niveau des radars météo, donc en fait, c'est une onde qui est envoyée et lorsqu'elle revient, c'est qu'elle a touché une molécule, donc elle part, puis si elle revient à l'avion, c'est qu'elle a touché une molécule d'eau, par exemple. Par contre, si on vient comme ici à ce slide-ci, où il n'y a pas, par exemple, de nuages, on ne sait pas voir les mouvements d'air. On peut voir ou supposer les mouvements d'air uniquement lorsqu'il y a des nuages, parce qu'il y a le retour et la concentration de molécules présentes dans le nuage.
Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle la Clear Air Turbulence, ce qui veut dire que c'est qu'on va avoir des turbulences dans l'air alors qu'il n'y a pas de nuages. Comme on voit ici, en fait, en rouge, il y a la tropopause. En fait, dans l'atmosphère, il y a plusieurs couches. Il y a la tropopause, la troposphère, la tropopause et la mésosphère. Et la première couche qu'il y a, la tropopause, c'est en dessous de cette couche-là, c'est là que se trouve toute la météo qui se trouve autour de la Terre. Et lorsqu'il y a plusieurs couches, donc une plus froide et une plus chaude, les couches d'air viennent se compresser l'une avec l'autre et il va y avoir une compression de l'air et donc il va y avoir ce qu'on appelle des jet streams. Donc c'est le point vert qu'on voit ici, c'est en fait des jet streams. Mais ça, on peut les voir sur les cartes aéronautiques qu'on va voir juste après, on les voit très bien. Je vais vous montrer après. Et donc, ces clear air turbulence, si on veut, c'est lorsqu'on passe, par exemple, d'une masse d'air chaud vers une masse d'air froide, comme si jamais on passe au-dessus de l'eau, on est au-dessus de l'océan, et puis alors on arrive, par exemple, des États-Unis et on revient en Europe, on passe au-dessus de l'eau, et à un moment donné, on repasse au-dessus de la Terre. Et là, entre l'eau et la Terre, il y a une différence de température. Et là, il peut y avoir des vents ascendants qui viennent frapper l'avion et qui viennent le faire bouger un petit peu. Ou alors, par exemple, un autre cas de figure, c'est les montagnes et le relief. Donc, si jamais on survole en Europe le Massif central ou alors où il y a le Mont Blanc, à ce moment-là, il va y avoir l'air qui va monter dans les airs et le vent va aller frapper l'avion. Mais là, il n'y a pas forcément de nuages autour et c'est là aussi qu'on va avoir des turbulences. Maintenant, il faut savoir que tant qu'un avion est dans les airs, il n'y a aucun stress à avoir. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tant que l'avion vole et qu'il est dans les airs et qu'il a ses deux ailes, même s'il bouge un petit peu, il n'y a aucun souci pour ça et on peut avoir confiance à 100%. Alors voici une petite briefing météo. Donc en fait ici c'est une carte de Douglas qui nous a ramené lors de son dernier vol qui a eu lieu le 20 décembre 2020. On voit la date ici en haut, le 20 décembre. Et il a démarré de Charleroi pour aller au sud de l'Italie. Donc si on regarde la carte, normalement si vous voyez mon curseur qui est en train de bouger, il y a ici une ligne noire avec des petits carrés. En fait, ça c'est la route qu'il a utilisée pour se rendre en Italie. Et chaque point, c'est comme si on disait c'est une sortie d'autoroute. Donc, c'est un croisement d'autoroute. Chaque triangle, c'est un croisement d'autoroute. Et chaque croisement porte un nom. Et c'est ça, en fait. Les noms Batube, Tirul, Odosa. Ça, c'est le nom des branches d'autoroute aériennes, si on veut, de manière schématisée. Et on voit ici autour une espèce de nuage comme ça. Et là, en fait, c'est qu'on voit, en fait, c'est la... Il montre en fait ce qu'il y a dedans avec le petit case. Donc ça veut dire qu'il y a ici, par exemple, des turbulences modérées et du icing modéré. Donc ça veut dire que dedans, il peut y avoir du gel. Si on voit ici la partie ici, là, on voit il y a une petite case en dessous, il est marqué Isole Embedded. Ça veut dire que là-dedans, comme tantôt je disais, on peut passer à travers des cumulonimbus sans le savoir, avec ça, ils viennent nous montrer où est-ce qu'il y a les possibilités qu'il y ait des cumulonimbus qui soient cachés par les autres nuages. Et ils viennent nous dire jusqu'à quelle altitude ils se trouvent. Alors tantôt, je vous parlais aussi des jet streams. On regarde ici, il y a deux belles grandes flèches noires qui arrivent. Regardez ici là sur la gauche avec mon curseur. En fait, ça, c'est les jet streams. Et on voit dessus qu'il y a des petits triangles. En fait, les triangles, c'est la force du vent. Si on regarde un triangle, c'est 50 nœuds. Et une barre, c'est 10 nœuds. Et puis alors, on voit ici une demi-barre, c'est 5 nœuds. Donc là, ça fait 135 nœuds. Donc ici, la force du vent est de 135 nœuds. Il faut savoir qu'un jet stream se nomme jet stream à partir du moment où le vent est plus de 100 nœuds. Comme là, on regarde par exemple, on voit qu'il est à 95. Et puis après, il disparaît. C'est parce que le vent affaiblit et qu'il est en dessous de 100 nœuds, et donc il n'est plus compris comme jet stream. Mais par contre, il y a quand même du vent qui est derrière. Alors ici, c'est une carte
de vent. Là, ici, on voit uniquement les vents par rapport au secteur. Donc, en fait, c'est la même chose que tantôt pour le jet stream. On regarde, il y a un petit triangle, c'est 50 nœuds, puis 2 barres, c'est 10 et 10. Donc, ça veut dire que là, il y a 70 nœuds de vent et la flèche donne la direction du vent. Donc, on regarde ici, quand il a démarré de Charleroi, il y avait énormément de vent lors du début du trajet. Puis alors, au fur et à mesure qu'il est arrivé ici en Allemagne, le vent a diminué, diminué, diminué. Au-dessus de la Suisse, l'Autriche, ça a diminué. Puis alors, en Italie, il n'y a pratiquement plus de vent. D'ailleurs, quand on regarde ici, il y a juste une barre sans rien. Ça veut dire qu'en fait, le vent est quasi nul. Il est à moins de 5 nœuds. Et jusqu'en Italie, il n'y avait pas de vent. Ici, c'est encore une autre manière, toujours pour voir l'altitude, les vents en fonction de l'altitude. Et on voit, regardez, on voit qu'il monte ici, l'avion monte. Il fait un palier, à mon avis, à 30 000 pieds à peu près. Puis après, il continue à monter pour ça en altitude de croisière. Et là, on voit encore les vents qu'il y a autour. Il y a une ligne, si vous regardez ici, vous suivez correctement ma souris, qui est, en fait, ça c'est la tropopause. Quand on voyait tantôt la ligne rouge précédemment, en fait, c'est cette même ligne qui est représentée ici. Donc, on voit à un moment donné, là, il est au-dessus de la tropopause, là, il repasse en dessous. À un moment donné, il est un petit peu au-dessus, puis après, il commence à faire sa descente et il revient se poser ici en Italie. Voilà. Et là, en dessous, ce qu'on voit en gris, c'est le relief. Donc là, on suppose qu'on doit être au-dessus de la Suisse, ou dans les environs de la Suisse, vu la hauteur du terrain. Alors, on a la possibilité aussi de choisir le niveau de vol qu'on va utiliser. Alors, le niveau de vol, c'est l'altitude à laquelle l'avion va voler. Alors, si on regarde ici, vous voyez le trait rouge qui apparaissent. Il y en a là, il y a 270. Si on regarde ici au milieu, le trait rouge, 270, 330, 350. Ça, c'est l'altitude, en fait. L'avion se trouve... Enfin, l'avion, c'est ce qui se passe à 27 000 pieds. Donc, au niveau 270, parce qu'on parle au niveau de vol et pas forcément en pied quand on est en ligne, en haute altitude. Donc, on est au niveau 270. Donc, l'altitude, 27 000 pieds. 33 000 pieds, 35 000 pieds. Donc, ça, c'est les altitudes. Ensuite, il y a ici en bleu ceux qui apparaissent. Donc, 209, 211, 204 ici au milieu. En fait, ça, c'est la direction du vent. Donc, c'est par où le vent vient en fonction de chaque altitude. Donc, au niveau 270, le vent vient du 204. Donc, quand je dis 204, c'est par rapport à la rose des vents. Donc, et alors, ici en vert, ça, c'est la force du vent en nœud. Donc, c'est la vitesse à laquelle le vent vient. Donc, si on prend, par exemple, l'avion doit aller en direction du 200, par exemple, là, il va avoir le vent de face. Et pour lui, ça sera plus avantageux plutôt que d'être avec le vent de face. Il va être plus avantageux de descendre au niveau 270 où il y a moins de vent plutôt que de monter au 350 où il y aura plus de vent. Ça veut dire qu'il va perdre plus de temps en étant au niveau 350 qu'au niveau 270. Ou alors, si jamais on a le vent qui vient dans le dos, on va plutôt regarder à ce moment-là pour monter au niveau 350 pour gagner du temps. Et c'est comme ça en fait que parfois on peut gagner du temps sur des longs trajets. Quand on voyait tantôt les jet streams, ça arrive souvent qu'il y ait des vols qui reviennent des États-Unis ou du Canada vers la Belgique, où parfois ils gagnent 1 heure ou 2 sur leur trajet, ce qui est énorme. C'est parce qu'ils viennent se mettre avec le vent qui vient dans le dos et qui les pousse encore plus vite. Donc ça augmente la vitesse de l'avion de 100 nœuds. Il faut savoir que 100 nœuds, ça fait à peu près 180 km/h. Parce que je parle depuis les nœuds tantôt, comme ça vous donne. 100 nœuds, ça fait 180 km/h. Donc, voilà. Alors ici, ça, je ne vais pas tout vous expliquer, mais juste vous montrer une ligne. Ça, c'est la météo aéronautique. Donc, quand on arrive en tant que pilote, c'est ce qu'on voit. C'est la météo à ce moment-là. Si je prends par exemple, ici, le deuxième, c'est Luxembourg. Lux, c'est Luxembourg. Et ELLX, c'est le code du nom de Luxembourg. Alors, ça date, le premier, le 20, c'était le 20 décembre. Vu que c'est tout le même dossier, on sait que c'est du 20 décembre 2020.
4h20 Z. En fait, c'est l'heure à laquelle a été émise la météo. Donc là, on voit, ça a été mis à 4h20. Z, c'est l'heure aéronautique. On voit 190, ici, 190, c'est la direction du vent. 4 kT, ça veut dire 4 nœuds. Donc c'est la force, donc ça veut dire qu'il est très très faible. Mais qu'il est variable, donc ça veut dire qu'il peut aller du 180 au 210. Donc il peut bouger dans cette disponibilité-là. 2000, juste à côté, c'est la visibilité, donc ça veut dire qu'on peut voir à 2 km. BR, c'est pour dire qu'il y a de la brume au sol. Donc c'est des nuages au sol, des nuages bas, la brume. Que Few 200, en fait, on a des indices qui sont en octa, donc on prend le ciel, on le coupe en 8 parties et on regarde en fonction de combien de carrés peuvent être remplis. Et Few, c'est de 1 à 3. Donc, ça veut dire que ici, on a quelques nuages parsemés à 200 pieds sol. Puis BKN, c'est la même chose, mais avec une densité plus élevée de nuages. Donc, c'est Broken à 300 pieds. Donc, ça veut dire que 100 pieds au-dessus, il y a un peu plus de nuages encore. Et puis alors, il y a une deuxième couche qui est à 1800 pieds. Ça, c'est les différentes couches qu'il y a présentes. Au niveau, c'est les couches de nuages. Donc, première, un petit peu de nuages en bas, un peu plus au-dessus, puis il y a une autre couche qui est la même, plus ou moins, que celle qui est à 300 pieds. Et donc, ça nous permet d'avoir une vue en 3 dimensions des nuages, plus ou moins, enfin, des premières couches de nuages. Quand on va au 8, c'est la température. Donc, il y avait 8 degrés à ce moment-là au Luxembourg. Et le deuxième 0,8, c'est le point de rosée. Quand c'est 8 comme ça, on est sûr qu'il y a de la pluie, qu'il y a de la brume ou ce genre de choses. Ça veut dire que l'humidité, l'indice d'humidité est très élevé. Q10-17, c'est la pression atmosphérique en QNH qu'on appelle ça. C'est la pression barométrique qui nous sert à décoller. En fait, on vient mettre ça dans les appareils d'altitude pour savoir lorsqu'on décolle et qu'on atterrit pour se caler. Puis alors, nocile, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement météorologique. Voilà. Je ne vais pas développer tout l'ensemble parce que ça pourrait peut-être vous faire exploser un petit peu la tête. D'ailleurs, en parlant d'exploser la tête, est-ce que vous savez me montrer où se trouve votre nez? Ou vos oreilles? Parce qu'on va en avoir besoin ici tout de suite. Oui, parce que nous allons passer maintenant dans la partie physiologique. Donc, c'est-à-dire l'effet physiologique de l'altitude sur le corps humain. Alors ici, on va parler un petit peu plus des parties qui sont, par exemple, la pression au niveau des oreilles. Pourquoi est-ce que les bébés pleurent? En fait, ce sont ce qu'on appelle des barotraumas. Quand on prend une oreille, quand on regarde ici, on voit la partie noire, si on regarde bien correctement. En fait, ça, c'est la trompe d'Eustache. Et c'est là-dedans qu'il y a, en fait, qui ça se trouve juste derrière le tympan. Et c'est de là qu'il va y avoir la pression qui va venir. C'est un régulateur de pression, si vous voulez, entre l'oreille interne et la partie nasale qui est un peu plus à l'intérieur dedans. Et donc, c'est ce qui va réguler la pression entre les deux. Il faut savoir que quand on monte en altitude, on va beaucoup plus vite pour se mettre en acclimatance. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve ça joli comme mot. En acclimatance. Donc, ça veut dire que quand on monte en altitude, c'est là que ça va être le plus facile à la trompe d'Eustache de se réguler. Par contre, quand on descend et qu'on a mal à la tête ou ce genre de choses, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est plus compliqué pour les trompes de se réguler au niveau de la pression intra-auriculaire. À ce niveau-là aussi qu'on commence, quand on a mal à la tête ou qu'on a mal derrière, ici derrière, souvent c'est à cause des problèmes, des changements de pression qu'il peut y avoir. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans la cellule de l'avion, donc dans la cabine assis avec les passagers, généralement, la cabine se trouve à maximum 8000 pieds. Selon quand on est en vol commercial, c'est maximum 8000 pieds. Donc ça veut dire qu'on se trouve continuellement à 8000 pieds. Sauf qu'à un moment donné, il faut commencer à redescendre. Et en redescendant, il va y avoir la pression qui va réaugmenter en descendant. Parce que plus on monte, plus la concentration en air diminue. Je ne dis pas par là, par exemple, je ne parle pas du pourcentage. Donc il y aura toujours 21% d'oxygène, que ce soit au niveau du sol ou à 8000 pieds. Par contre, la quantité totale d'air ou de molécules de l'ensemble sera moins nombreuse en altitude qu'en basse altitude. Et donc, c'est cette différence de pression-là qui vient faire mal ici derrière.
D'ailleurs, je vous déconseille vraiment d'aller faire de la plongée, par exemple, avant de prendre un vol. On dit ne jamais prendre un vol 24 heures. En disant les 24 heures, on était faire de la plongée, justement à cause des problèmes de pression. Parce qu'on est dans l'eau, il y a la pression de l'eau qui est sur nous, qui vient augmenter la pression intracorporelle. Et puis alors, si on vient se mettre directement en altitude après, on peut avoir ce qu'on appelle des barotraumas sévères. Et généralement, là, ça peut être quand même assez conséquent et ça pourrait même obliger l'avion de devoir se poser d'urgence pour vous sortir et vous mettre à un hôpital des environs de là où ce sera posé. Aussi, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des sinusites chroniques. Éviter de prendre l'avion au maximum parce que là, justement, ça pourrait aller jusqu'à, si jamais on a un rhume ou une sinusite ou ce genre de choses, percer le tympan dû à la pression qu'il peut y avoir, tellement le changement de pression peut être fort. Et surtout, quand on est malade, éviter de prendre l'avion. C'est très important. Alors, évidemment, il y a des techniques qui permettent de pouvoir aider à ce niveau-là. Je n'ai jamais vu faire, mais je trouve ça drôle qu'un jour, c'est une technique qui existe pourtant, c'est de gonfler un ballon avec son nez pour équilibrer justement la trompe d'Eustache et la différence de pression qu'il peut y avoir au niveau de la tête. Donc ça vient aider. Ou alors, ce qu'il y a, c'est le Valsalva, comme on voit ici en dessous. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient boucher son nez, on bouche sa bouche et on souffle. Et à un moment donné, on entend comme ça, ou alors glou, 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 ça dépend un petit peu. Mais moi, généralement, ça m'est déjà arrivé de le faire et j'entendais comme si j'avais de l'eau dans mes oreilles. C'est très désagréable. Ou alors, quelque chose qui marche bien quand on a vraiment fort mal, c'est masser, comme on voit ici avec la fille, sous l'oreille. Et là, ça aide aussi à rétablir la pression de manière mécanique. Mais ça n'empêchera pas d'avoir mal à la tête ou d'avoir un problème au niveau des oreilles ou ce genre de choses, mais ça peut fortement aider. Alors, ensuite, qu'allons-nous voir? Le vol de A à Z. Et je vais vous montrer un petit peu aussi ici la différence qu'il peut y avoir entre l'aviation d'affaires et l'avion de ligne. Donc, quand je dis l'aviation d'affaires, c'est tout ce qui est jet privé. Quand je parle d'avion de ligne, c'est tout ce qui est aviation commerciale, donc Air France, Ryanair ou tous les avions de ce type avec les passagers en masse. Alors, quelle est la première chose qu'on voit? Eh bien, évidemment, c'est le pré-vol. Avant de faire un vol, il faut le préparer, que ce soit pour les pilotes ou que ce soit pour vous. Ici, on va voir un peu la réservation du vol. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ont des difficultés et qui ont le stress qui commence déjà à arriver juste à l'idée de prendre un vol, d'acheter un billet. Ce que je peux vous conseiller dans ces cas-là, c'est de passer par une agence qui, là, pourra vous conseiller, vous aider et faire diminuer fortement le stress. Évidemment, le fait de passer par une agence a un certain coût, mais quel est le coût du stress que vous pouvez être d'accord de mettre dessus ou pas? Donc, ça, c'est une possibilité. Vous allez voir aussi que pendant les séminaires de Serenity Airways, à un moment donné, en groupe, on va faire une checklist ensemble. Donc, ça veut dire que vous pouvez même le faire aussi chez vous si vous voulez. C'est préparer un document à chaque fois que vous voyagez et dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mes médicaments, j'ai besoin de ceci, ma brosse à dents, mon shampoing, mon gel douche, mes calbars et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment faire une checklist pour diminuer encore le stress. Donc, ça va aider aussi lorsqu'on va prendre un vol, qu'on va devoir préparer. On va se dire, est-ce que j'ai rien oublié? Ben non, vous avez votre checklist, tout est noté, ben c'est bon, vous êtes prêt à partir. Alors, l'arrivée à l'aéroport, il y a deux manières de procéder aussi. Qu'on soit en aviation de ligne ou en aviation d'affaires, donc en jet privé. En aviation de ligne, comment ça se passe? On va arriver, on va voir l'enregistrement, on va devoir attendre pour passer ses bagages. Si jamais on est en business, on a la chance d'avoir un couloir particulier pour passer et aller se mettre directement les bagages pour l'enregistrement. Et puis alors, après, il y a la zone free tax. Faut savoir, avant de rentrer, évidemment, il y a avoir le petit kiss and go, donc je fais un bisou à tout le monde avant de partir et d'aller dans la zone free tax. La première chose qu'on fait dans cette zone, qui est très important de faire, c'est d'aller voir les panneaux d'où se trouve le vol, s'il a du retard, la porte d'embarquement, si elle se trouve loin ou non par rapport à la zone shopping commerciale.
justement pour calculer le temps qu'il faut pour se rendre à la porte d'embarquement. Je précise parce que moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais en retour du Canada à Toronto. J'étais avec ma famille, donc c'était en privé. Et on avait une escale avant de revenir, je crois que c'était sur Londres à ce moment-là, donc le vol retour sur Londres. Et on s'est baladé dans le shopping tranquillement, sauf que entre le moment où on est passé d'un avion à l'autre, l'aéroport était tellement grand qu'il a fallu presque 1 heure juste pour passer d'une zone à l'autre, à la deuxième zone d'embarquement. Le temps de changer les bagages, de passer, prendre le bus, parce que là, il y avait un bus pour passer d'un endroit à l'autre des terminaux, et ça arrive même à Charles de Gaulle, hein, ce genre de choses, donc c'est pas juste à Toronto. Et donc, une fois qu'on est vraiment de l'autre côté, qu'on est à l'aise, là, on peut commencer à prendre le temps pour le shopping. On dit, bon, ben voilà, j'ai 1 heure, je sais que 45 minutes avant, j'arrête, et puis après, je me rends à la porte d'embarquement. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut faire attention à ça. Et quelque chose que je tiens vraiment à préciser, quand vous allez dans les restaurants, le shopping ou quoi, c'est éviter au maximum de prendre de l'alcool. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes trop imbibé d'alcool et que vous êtes ivre, le personnel de bord a tout à fait le droit de vous refuser l'embarcation dans l'avion. Donc, s'ils voient que vous avez bu de l'alcool et que ça ne leur convient pas, vous pouvez rester là. Et là, ben, c'est hôtel, nouveau billet d'avion, récupération des bagages parce qu'ils vont le sortir des soutes et tout le bazar. Donc, évitez vraiment de prendre de l'alcool avant de monter dans un vol. Et en plus, ça n'aide pas au mal de l'air. Que du contraire, ça aggrave le fait quand on a le mal de l'air. Quelque chose d'important aussi, c'est que n'oubliez pas de passer aux toilettes. Ça peut être con, mais j'en ai déjà vu des drôles parfois, où on venait de fermer les portes, prêt à décoller, où les gens n'en peuvent plus, ils doivent aller aux toilettes. Pensez-y d'y aller juste avant d'embarquer. C'est juste pour votre confort personnel. Et puis alors aussi, il y a les box fumeurs. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui fument. Et maintenant, dans les aéroports, on trouve de plus en plus des cabines spéciales, comme avant, c'est des cabines téléphoniques, ben maintenant, c'est des cabines fumeurs. Donc, on va là, il y a une petite aspiration qui aspire directement la fumée de cigarette. Fumer une cigarette avant de monter, ça pourrait peut-être vous aider aussi à vous détendre ou quoi. Et surtout, surtout, ne fumez pas en dehors de ces box et surtout pas sur une piste quand vous êtes près de l'avion ou quoi. Évitez vraiment d'allumer une cigarette. Il faut savoir qu'il y a du fuel et tout à côté, ça pourrait exploser. Donc, même si vous êtes à une vingtaine de mètres, faites attention. Techniquement, ça devrait aller, mais c'est un no-way. Ça pourrait même vous valoir des amendes et vous mettre sur une blacklist de ne plus pouvoir accéder à l'aéroport. Donc, ils ne rigolent pas avec ça à ce niveau-là. Et donc, ça ici, c'était pour la partie plutôt aviation de ligne. Maintenant, parlons un petit peu de l'aviation d'affaires, qui est là beaucoup plus relax, beaucoup plus adapté aussi aux personnes. C'est vraiment de la flexibilité au maximum. D'ailleurs, ce n'est même pas le même terminal. Il faut savoir qu'en jet privé, on a un terminal vraiment dédié juste pour ça, ce qu'on appelle un FBO, Fixed Base Operation. C'est là où se trouvent tous les avions, les jets privés. Et d'ailleurs, là, on arrive avec sa voiture presque jusque devant. Les bagages sont pris en charge directement. On a un salon privé. On a même le personnel de bord qui vient directement nous chercher. Ça se peut que ce soit les pilotes ou que ce soit des hôtesses de l'air, qui est des stewards ou quoi, qui viennent vraiment vous chercher et qui vous accompagnent à toutes les phases. Par contre, il n'y a pas d'accès au free tax, ou alors c'est extrêmement rare, où il faut faire la demande, mais généralement, free tax, on oublie un petit peu qu'on a un jet privé. Ouais, c'est ça. Et donc, l'avantage aussi, c'est que là, on vient et on peut directement aller à l'avion et c'est en fonction de la personne, de son arrivée généralement, qu'on va décoller plus tôt ou plus tard. Parce qu'un pilote peut avancer ou reculer simplement parfois avec son smartphone. C'est ce qu'on faisait quand on travaillait pour les jets privés avec Douglas. C'est qu'avec notre téléphone, on avançait ou on reculait parfois les plans de vol, justement pour faciliter en fonction des personnes, en fonction de nos clients. L'embarquement, alors, je vais vous parler quand même un petit peu au niveau des pilotes, ce qu'on fait lors de l'embarquement. Il y a toujours ce qu'on appelle le walk-around. Ça veut dire que le pilote, entre chaque vol, va aller faire le tour de l'avion et regarder si tout est fonctionnel et s'il n'y a aucun souci de manière visuelle. Et
si jamais il manque, il y a des soucis ou quoi que ce soit au niveau de certains appareils, il y a ce qu'on appelle la MEL, c'est la Minimum Equipment List. Donc, ça veut dire qu'on va voir ce qui manque. Si jamais il y a un appareil qui est dysfonctionnel, on va regarder dans ce document-là, est-ce que sans ce matériel-là, je peux décoller de manière sécuritaire? Si c'est oui, ben ok, ben on peut partir. Si c'est non, soit on fait appel à un mécanicien, soit si on ne sait pas le régler tout de suite, on fait appel à un autre avion et à ce moment-là, on change carrément d'avion, on ne chipote pas. Au niveau de l'aviation, c'est toujours la sécurité qui prime avant tout et rien ne peut pas outrepasser la sécurité. Et juste une petite parenthèse par rapport à ça, quand il y a deux pilotes qui sont là et qu'il y a un des pilotes qui voit que l'autre n'est pas bien, n'est pas en forme, fatigué ou quoi que ce soit, il pourrait dire à l'autre pilote, rentre chez toi, même si c'est le commandant et que lui c'est le premier officier. C'est la sécurité du vol avant tout. Donc on peut congédier un de ses collègues parce qu'il est fatigué, parce qu'il a un rhume ou ce genre de choses, ou qu'il est malade. Parce que c'est vraiment la sécurité, c'est vraiment ce qu'il y a. On pense d'abord sécurité avant n'importe quoi, même avant le fric. C'est le seul domaine dans l'aviation, c'est qu'on pense sécurité et après on pense après à l'argent. J'ai une autre petite question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver renfermé parfois dans l'avion pendant 2 heures au sol, porte fermée et sans pouvoir bouger? En fait, plutôt que de mettre un avion dans les airs en train d'attendre, comme par exemple ici on voit, j'ai pris la France parce qu'elle était bien représentée. On voit ici différentes zones. On voit Paris, Brest, Bordeaux, Marseille, Reims. Si vous voulez, ça, c'est les zones de contrôle dans lesquelles les avions passent une fois qu'ils sont dans les airs. Et chaque zone a une capacité maximum d'absorption d'avions. Donc, ça veut dire, par exemple, Paris peut accepter, c'est utopique, mais peut accepter maximum 10 avions dans sa zone. Et si jamais il y a un problème au niveau d'un contrôleur aérien qui est malade ou ce genre de choses, ils vont être en effectif réduit. Et donc là, on pourrait diminuer la capacité d'absorption de la zone de Paris au lieu d'être à 10, à 7 ou à 8. Donc c'est une possibilité. Et donc, si par exemple on décolle de la Belgique et on veut venir sur Paris, au lieu de nous faire tourner en rond avant de rentrer dans la zone ou alors de nous faire contourner la zone, ils vont nous laisser au sol et c'est pour ça qu'on peut attendre. Il faut savoir que les slots peuvent bouger à n'importe quel moment. Donc si par exemple on est dans un vol au sol en train d'attendre et que le pilote a un slot, normalement c'était l'heure de décollage prévue à 2 heures, et on a un slot de décollage à 16 heures. Si jamais on ouvre les portes et qu'on permet aux personnes de sortir et de débarquer, mais que le slot disparaît et qu'on peut décoller à 3 heures et qu'on a 10 minutes pour rembarquer tout le monde, on n'aura jamais le temps d'embarquer toutes les personnes dans l'avion, refermer les portes, refaire la sécurité, aller en piste et redécoller. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on reste avec tout le monde dans l'avion, porte fermée, en train d'attendre, en espérant que le slot disparaisse ou diminue. Et donc pour pouvoir partir plus tôt. Et donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on reste parfois au sol pendant longtemps. Il peut que ce soit des raisons techniques, mais c'est beaucoup plus rare. Alors ici, je vous donne un exemple. Ici, c'est un vol de British Airways qui décollait de Londres et qui allait à Barcelone. Normalement, le chemin serait été de traverser la France, plus ou moins ici sur l'ouest. Mais ce jour-là, il y a eu un incident qui est arrivé en France et toutes les zones étaient fermées. Et donc, ce qu'ils ont dû faire, eux, ils avaient déjà décollé, ils ont dû faire le contour en fait, de la zone, des zones qui étaient fermées. Et donc, au lieu, par exemple, de faire un vol de 2 heures pour arriver à Barcelone, ils ont peut-être fait un vol, vu le détour, au moins de 2h30, 3 heures facilement, si pas plus. Juste parce que cette zone était contrôlée, était plus capable d'absorber plus d'avions que ce qu'il y en avait déjà, ou alors était tout simplement fermée à cause d'un problème au niveau du contrôle ou d'un accident ou ce genre de choses. Donc, c'est pour vraiment éviter ça. Et aussi, il y a au niveau économique et écologique, quand on y regarde. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, quand je dis écologique, c'est pour éviter que l'avion décolle, comme ça a pu arriver ici, reste à attendre devant que ça se libère pour pouvoir traverser, ou alors ne doivent faire le tour comme ça. Donc au niveau écologique, brûler du fuel comme ça, c'est mignon, mais ce n'est pas le but. Ou alors aussi au niveau économique, le détour, ça veut dire que c'est énormément d'argent qui a été perdu par la compagnie en devant faire ce détour-là.
plutôt que de passer à travers. Donc, c'est deux raisons aussi qui aident, qui sont pourquoi est-ce qu'on a des slots aussi au niveau des vols et qu'on reste parfois au sol. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes prêts à décoller. Nous sommes sur la piste. On est à notre slot, prêt à partir. Les pilotes sont en train de faire ce qu'on appelle les run-up. En fait, les run-up, c'est quoi? Ils testent tous les aspects de vol de l'avion. Ils testent les moteurs, ils testent ce qu'on appelle les flaps, le gouverne. Ouais, c'est ça, en français, les gouvernes, le gouvernail, volet sustentateur, qu'on dirait en bon français. Donc, c'est vraiment tout ça qui est testé pour voir si ça fonctionne correctement. Et c'est tout à fait normal, à ce moment-là, quand on est encore sur la piste, d'entendre tout ça bouge dans tous les sens et d'entendre comme ça. C'est les pompes qui fonctionnent. C'est parce que les pilotes testent à ce que tout fonctionne correctement et qu'il n'y ait pas de défaillance. Et qu'ils sont en train de faire le checklist à ce moment-là. Donc voilà. Alors ça, c'est Douglas qui est en train de décoller avec un vol Ryanair. C'est sa tête lorsqu'il est aux commandes et qu'il est concentré. Bon, cesse de plaisanterie. Ça, c'est un 747 qui décolle. C'est tout à fait normal d'avoir des bruits en tout genre lorsqu'on décolle. Justement, avec les changements de pression, l'accélération, on peut avoir les bagages qui bougent, les portes qui se frottent au-dessus de nos têtes. Donc, quand il y a des bruits, quand on au-dessus de nos têtes, c'est normal. C'est juste les portes qui sont en train de frotter contre les verrous. Il n'y a pas de souci à faire à ce niveau-là. C'est tout à fait normal. Puis parfois, on entend cloc. Ça, c'est souvent bon, ça dure un peu plus longtemps, mais souvent, c'est le train d'atterrissage qui remonte avec les portes qui viennent de se refermer et les lockers qui viennent de se mettre. Et donc, ça, c'est juste au décollage. Puis alors, évidemment, il y a la montée par la suite, où là, on entend les pompes hydrauliques qui fonctionnent encore, où c'est les volets, comme on voit ici en dessous de l'avion, on les voit très, très bien. Regardez, si vous suivez ma souris. Ici, c'est ça, en fait, les flaps, qui permettent d'augmenter la surface de l'aile et d'avoir une meilleure portance en basse vitesse pour que l'avion monte mieux. Voilà. Et donc là, l'avion est en train de monter pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle le top of climb. Donc ça veut dire la hauteur de croisière à laquelle l'avion va se trouver. Donc à ce moment-là, l'avion va faire une espèce de parabole doucement et on va entendre aussi la réduction des moteurs à un moment donné, une fois qu'on sera stabilisé. Ce n'est pas les moteurs qui se coupent, c'est juste qu'on va se mettre en régime de croisière pour justement la durée de vie des moteurs, pour que justement au niveau aussi économique, écologique, toujours, à ce qu'on ne vienne pas trop user les moteurs et pas trop brûler de fuel et tout ce qui va avec pour rien. Donc voilà. Alors en croisière, qu'est-ce qui pourrait y arriver? Là, tantôt, je parlais de l'aérophobie. En fait, cette phobie liée à l'air et à l'altitude pourrait subvenir quand on est au décollage et qu'on est en croisière, et c'est ce qu'on voit ici souvent. Maintenant, il faut savoir, comme on voit ici, tantôt je vous parlais de la Clear Air Turbulence. C'est par exemple de l'air qui viendrait sur la montagne, qui monte en altitude et qui viendrait toucher ici l'avion. En fait, ce serait un genre de Clear Turbulence. Donc, il n'y a pas de nuage pour le voir, mais il y a quand même du vent qui passe. Et ça, on peut le sentir et ça peut faire bouger un peu l'avion. Mais il n'y a aucun souci toujours à ce niveau-là. Et il faut savoir que quand on est en altitude aussi, il y a toujours le radar météo qui fonctionne. Et donc, on peut voir ce qui se passe aussi dans les nuages avec le radar météo. Et c'est ce qui permet aussi, dans les nuages, même si on ne voit rien à l'extérieur, qui fait tout blanc et qu'on est dans la brume, dans les airs, pouvoir contourner les zones orageuses. C'est grâce au radar météo. On va parler aussi un petit peu de la diversion. Par exemple, quand on est en jet privé, je crois que c'est un exemple qui arrive quand même régulièrement, c'est que quand on vole ou qu'on doit aller, par exemple, de Charleroi et qu'on va aller en Italie normalement, mais là, le gars qu'on transporte, notre client, il dit « Bon, finalement, je ne vais plus en Italie, je vais en Espagne. » Et donc, on va rechanger la route pour aller en Espagne, et c'est ce qu'on appelle une diversion. Ça peut être soit en jet privé par la demande du client, ou alors en avion ligne, ça peut être problème météo, problème de fuel, quelqu'un a débarqué, c'est pas très drôle, mais ça arrive. Oui, c'est ça. Ou alors l'aéroport de destination qui est fermé. Donc à ce moment-là, on va changer de destination et aller se poser à un endroit beaucoup plus sécuritaire ou si on a besoin de se poser en urgence. Il faut savoir que quand on est dans les airs, les avions ont ce qu'on appelle le TICAS. En fait, le TICAS, c'est quoi? C'est un instrument à bord de l'avion qui
permet entre deux avions de savoir où ils sont l'un l'autre. Donc si par exemple un avion est en train de monter et que l'autre est au niveau de croisière et qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, s'ils continuent, ils vont se rentrer dedans, il y a celui qui monte pourrait avoir ce qu'on appelle level. Donc il va dire level, level, level. Donc ça veut dire le pilote doit remettre son avion au niveau de croisière en vol horizontal, passer, puis après il va dire que le danger est fini et que vous pouvez reprendre la route. Donc voilà. Ou alors, si jamais il y a deux avions qui arrivent face à face, ou plus ou moins, il va d'abord dire attention à notre avion, blablabla. Puis à un moment donné, si vraiment il n'y a aucune réaction qui se fait, les deux pilotes, les deux appareils vont parler entre eux et vont se coordonner. Et un avion, pour éviter que ça se rentre dedans, il va dire climb, climb. Donc l'avion va monter d'un côté. Et de l'autre côté, il va se coordonner avec l'autre, il va dire descend, descend. Donc l'autre va descendre. Donc c'est comme ça que les avions vont s'éviter dans les airs grâce à cet appareil. Puis après, une fois que le danger est passé, il va dire de se remettre en altitude. Celui qui est monté va pouvoir redescendre et l'autre va pouvoir remonter. Donc c'est à ça que servent le TICAS. Donc c'est pour la collision du trafic dans les airs, si on veut. Quelque chose de très important en jet privé, moi, ça m'a sauvé souvent la vie au niveau des maux de tête, c'est ce qu'on appelle le low-cap. En fait, le low-cap, c'est comme si, au lieu d'avoir la cabine qui est à 8000 pieds, on va la descendre à 6000 pieds en augmentant la différence de pression. Je ne vais pas essayer de trop rentrer dans les détails, mais en gros, on va augmenter la différence entre le niveau où se trouve l'avion et le niveau où se trouve la cabine au maximum, justement pour quand on a des problèmes aux oreilles ou qu'on a des bébés ou ce genre de choses, ça vient fortement aider. Donc, au lieu de descendre d'une cabine qui est à 8000 pieds, on va descendre d'une cabine qui est à 6000 pieds. Donc, ça va être beaucoup mieux au niveau des oreilles, ce genre de choses, au niveau des maux de tête, si on a un rhume ou quoi. Ça, c'est l'avantage en aviation d'affaires, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Et puis alors, la descente, c'est tout à fait normal à ce moment-là si on n'entend plus rien, ou au niveau des moteurs du moins. Parce que là, il va avoir la réduction des moteurs pour pouvoir se mettre en descente. Et à un moment donné, dans la descente, il va commencer à y avoir d'autres bruits qui vont arriver. C'est les pompes hydrauliques qui vont se remettre en marche pour faire descendre les flaps et tout ce qui va avec, pour augmenter justement, comme je disais tantôt, la surface de l'aile pour avoir une meilleure portance, une meilleure tenue de l'avion dans les airs. Et c'est là aussi qu'on va avoir souvent le plus mal aux oreilles au niveau de la tête, au niveau des sinus aussi. Un truc qui aide aussi bien, c'est sucer des bonbons ou mâcher du chewing-gum. Ça aide aussi au niveau mécanique pour tout ce qui est trompe d'Eustache. Comme je disais tantôt, aussi au niveau de la météo, si jamais il y a un problème au niveau de la météo ou quoi, on pourrait très bien se mettre en holding. Un holding, c'est quoi? On se met en attente en fait. Et on peut rester une demi-heure, voire 2 heures en attente au-dessus quelque part, que ça passe si jamais l'aéroport de destination est fermé ou quoi, et qu'on a la possibilité au niveau du fuel d'attendre, on va se mettre en holding plutôt que d'aller se poser à côté, puis devoir redécoller et revenir après sur l'aéroport. Donc, ça, c'est pour le holding. Donc voilà, au niveau un petit peu de la descente, de tout ce qui pourrait se passer. Et alors, l'atterrissage, il y a 2 points que j'aimerais bien quand même préciser, qui sont très importants, je pense. C'est que quand on atterrit et qu'il y a une pellicule d'eau sur la piste, il est mis dans les opérations qu'on doit venir et se poser ce qu'on appelle un positive landing. Donc l'avion, il vient frapper le sol pour passer à travers la couche d'eau et vraiment avoir une accroche et augmenter l'adhérence des roues avec le sol. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient frapper l'avion parfois au sol. C'est pas parce que les pilotes ne savent pas bien piloter, c'est parce que justement ils savent bien piloter et qu'ils viennent passer à travers la couche d'eau qu'il peut y avoir sur la piste pour avoir une meilleure adhérence et éviter de sortir de la piste après. Et si jamais on est en approche et que l'avion arrive et puis qu'après il redécolle, ce qu'on appelle un go-around, c'est toujours mieux d'avoir un pilote qui remette les gaz et qui reparte et qui revient se mettre en approche ou qui se mette en attente un petit peu dans les airs, plutôt que d'avoir un avion qui vient de se poser et d'avoir un problème au sol, comme par exemple, ça peut arriver que la maintenance soit sur la piste et à regarder, par exemple, il y a des pièces ou des objets ou ce genre de choses sur la route, sur la piste, et ils doivent les évacuer. Donc à ce moment-là, l'avion pourrait avoir besoin de redécoller.
ou alors c'est un autre avion qui est en train d'atterrir et qui a resté plus de temps que prévu sur la piste, le pilote, plutôt que de tenter d'aller se poser en espérant que l'autre va partir à temps, va préférer remettre les gaz et aller refaire un tour et venir se reposer après, plutôt que de tenter, ne fût-ce que de supposer la possibilité qu'il y ait, ne fût-ce que les ailes qui se frôlent ou quoi que ce soit. On évite vraiment au maximum. Aucun avion ne se posera si un autre est encore sur la piste. D'ailleurs, le contrôle ne va jamais autoriser un avion à se poser s'il y en a encore un dessus. Donc l'autre avion doit avoir absolument dégagé avant qu'un autre puisse se poser. Il ne doit rien avoir sur la piste. C'est pour ça en fait qu'elle est go around. Donc si jamais vous sentez que l'avion remet les gaz et repart, ben dites Dieu merci, on a des bons pilotes devant nous. Parce que vous vont peut-être sauver la vie ou sauver la vie de quelqu'un d'autre qui était sur la piste en train de la nettoyer ou que sais-je. Donc voilà. Et puis là, on arrive au parking. On est tranquille, on vient de se poser, on relaxe, on est bien, peinard, on se lève et on sort. Là, ça se peut qu'on ait parfois un peu à attendre quand on est dans l'aviation de ligne. C'est qu'avant de toucher l'avion, souvent, ils viennent mettre, comme je disais tantôt, la prise pour les charges statiques, pour décharger de manière électrique, statique, l'avion, et qu'il n'y ait pas d'arc d'étincelle, parce que ça pourrait endommager la cellule. Donc avant que n'importe qui touche l'avion, on vient décharger l'avion. On vient décharger électriquement l'avion. Donc c'est pour ça que parfois il y a une petite latence avant qu'on ouvre les portes ou ce genre de choses. Voilà. Débarquement. Eh ben voilà, on sort de l'avion, on a fini notre voyage. En jet privé, c'est simple. On a une voiture souvent qui vient nous chercher si on est loin, ou alors on a genre quelques mètres à marcher pour arriver. En 15 minutes, souvent, on est sorti de l'aéroport, sauf s'il y a des problèmes au niveau des douanes ou quoi, mais généralement, ça passe assez facilement. Et là, il y a une grosse différence entre l'aviation de ligne et l'aviation d'affaires. C'est que quand on se pose, on sort directement. Nos bagages sont conduits souvent jusqu'à notre voiture, ou alors devant, et puis après, il y a un butler qui vient nous chercher nos bagages et tout ça. Et donc là, on est vraiment tranquille et relax. Souvent, nous, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'en tant que pilote, on allait accompagner les gens jusqu'à l'extérieur et on allait vraiment les accompagner, parfois même jusqu'à leur voiture. Ça arrivait encore bien. Donc, il y a vraiment un service particulier à ce niveau-là. Et quand il y a quelque chose, c'est nous qui réglons tout pour eux. Et au niveau du stress, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Par contre, l'aviation des lignes, on parlait tantôt sécurité, sûreté. Eh bien, en fait, quand on arrive ici, qu'on voit ça, qu'on doit aller passer les passeports, la sécurité et tout ça, c'est ça en fait la sûreté. Le check des passeports fait partie de la sûreté. Après, il y a la récupération des bagages, où là aussi, c'est souvent assez stressant de devoir récupérer les bagages. Puis après, on doit aller déclarer à la douane si on n'a rien pris de choses qui devaient être déclarées. Et seulement, on sort de l'aéroport. Là, généralement, si c'est un petit aéroport, ça peut facilement faire 1 heure ou 2. Dans les gros aéroports, parfois, ça peut monter à 2-3 heures facilement. Ça dépend un petit peu de la vitesse de l'aéroport ou quoi. En Suisse, ça va très vite. Vous allez en Afrique, parfois, il faut attendre longtemps avant d'avoir les bagages. Enfin, ça me fait toujours un peu rire. Et comme je voyais tantôt, vraiment la différence entre l'aviation de ligne et le jet, c'est que justement, le jet, c'est qu'on est sorti en 15 minutes et ça va super vite, c'est super simple. Donc, voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la dernière partie, qui est la libération de la peur de l'avion, où Stéphanie va pouvoir dire un petit peu plus sur les techniques qu'elle utilise, des peurs qui sont plus les phobies. Tantôt, elle a parlé des peurs simples. Maintenant, elle va parler un peu plus des phobies. Voilà, donc moi je suis de base experte dans le domaine de l'argent, c'est-à-dire que j'apprends aux gens à gérer leur budget, sortir de dettes, épargner et investir. Et pour apporter plus de valeur à mes clients, je me suis aussi formée aux thérapies énergétiques dans la libération émotionnelle. C'est-à-dire que du coup, ça me permet d'aller au-delà du mental des gens et de toucher directement l'inconscient. Donc, pendant ce week-end d'immersion avec Bastien, vous allez tous passer en séance individuelle avec moi.
Et ce qui est bien dans le fait que ce soit un week-end, c'est qu'on fera autant de séances que nécessaire, même si on doit y passer toute la nuit. Mais à la fin, vous serez assuré que le fait de prendre l'avion ne soit plus un problème. Et je dispose en fait de 3 outils pour vous aider à libérer ces peurs ou phobies par rapport à l'avion. Et ça va me permettre de faire quelque chose de sur mesure. Parce que comme on a pu voir avec Bastien, dans le fait d'avoir peur de l'avion, d'avoir une phobie de l'avion, il peut y avoir différentes choses et des fois, la peur de l'avion n'est pas vraiment la vraie peur en soi. Ça peut être la claustrophobie, ça peut être, comme on a vu, la peur de l'air, la peur du vide. Donc, ça me permet de faire vraiment quelque chose de sur mesure. Et parfois, un outil va mieux marcher avec une personne par rapport à une autre. Et des fois, pour les personnes qui vont être plus récalcitrantes, je vais carrément utiliser les 3 outils. Donc, voilà, vous aurez du sur-mesure. La deuxième chose qui va être vraiment puissante, c'est que vous allez bénéficier de l'effet mastermind. Donc, qu'est-ce que l'effet mastermind? C'est le fait d'être en groupe. Et quand on est plusieurs cerveaux réunis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir faire des choses que vous ne feriez pas si vous étiez tout seul. Vous allez pouvoir avoir des idées que vous n'auriez pas si vous étiez tout seul. Et tous les gens qui réussissent à haut niveau, on a parfois l'impression qu'ils sont tout seuls, mais ils ont derrière eux une équipe qui les soutient. Et justement, le soutien, ça va être vraiment le maître mot de ce week-end. On va travailler vraiment en équipe. Et ce qui est génial avec le mastermind dans les libérations, c'est que si par exemple, vous avez la peur du vide, que moi j'ai la peur du vide plus la claustrophobie, à partir du moment où vous allez vous libérer de la peur du vide, ça va me libérer moi de la peur du vide. Il y a je sais plus, une épigénétique, je crois plutôt, une épigénétique qui se crée et du coup, il se passe des choses quand on est plusieurs, ce qui rend les libérations vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissantes que ce que vous pourriez faire tout seul. Voilà. Et la troisième chose aussi, c'est que avec Bastien, on va faire les choses par étapes. Donc, au début du week-end, vous allez passer, comme je disais, en séance individuelle où on va dégrossir la peur de l'avion en général. Et étape par étape avec Bastien, on va d'abord se rendre à l'aéroport, monter dans l'avion sans décoller, etc. Vraiment étape par étape, que ça puisse être digeste pour tout le monde. Et ça va nous permettre, en fait, comme on n'est pas tous, enfin vous n'êtes pas tous égaux devant cette peur de l'avion, de travailler étape par étape. Et donc, si vous êtes bloqué, par exemple, vous êtes claustrophobe et ce qui vous bloque, c'est plutôt de rentrer dans l'avion, eh bien, quand on va le faire avec Bastien, à ce moment-là, on va pouvoir tout de suite agir sur cette peur-là. Et on va aussi travailler en groupe parce que je vais vous apprendre une technique qui va vous permettre de vous libérer vous-même et le fait de la faire tous ensemble va permettre d'agir beaucoup plus puissamment les uns sur les autres. Et comme ça, on va pouvoir travailler étape par étape et valider que chaque étape est digeste pour vous. Donc à la fin du week-end, ça ne veut pas dire forcément que l'avion va devenir votre moyen de transport favori. Peut-être que vous n'allez pas toujours être à l'aise, etc. avec l'avion, mais au moins vous allez pouvoir le prendre de façon fluide, comme la majorité des gens. Et d'ailleurs, moi-même, personnellement, je déteste le décollage. J'ai pas non plus forcément beaucoup d'affinité avec l'atterrissage, mais ça ne m'empêche pas de prendre l'avion 4 à 5 fois par an et d'être à l'aise avec ça. J'ai pas de stress particulier par rapport à ça. Voilà pour comment va se passer le week-end en termes de libération. Merci beaucoup. Vous avez été tous super d'avoir été présents lors de ce sondage. On a passé un agréable moment et je tenais à vous le préciser. Ouais, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et surtout d'avoir participé, posé vos questions, etc. Merci beaucoup de votre présence. C'est ça. Et s'il y a des personnes qui souhaitent rentrer en contact avec nous ou quoi, ici sur le dernier slide, il y a notre adresse email, notre numéro de téléphone, ou alors il peut laisser un commentaire en privé si jamais aussi, c'est tout à fait possible.